Et 18 heures, et je parle évidemment sous le contrôle de la technique, 18 heures, heure de Kinshasa, le moment tant attendu est arrivé puisque vous êtes bien sûr le webinaire organisé dans le cadre de la 9e édition de la Semaine de la science et des technologies, placée cette année sous le thème des technologies spatiales au service du développement durable en Afrique. Ce webinaire sera composé de deux parties. La première partie nous permettra d'aller à la rencontre de Aimé Indengue, avec qui nous allons aborder la question de la distribution hors réseau et de l'énergie solaire, offrant des perspectives nouvelles pour apporter l'électricité à la population. Ensuite, dans une deuxième partie, nous aurons l'immense plaisir d'accueillir dans un panel de discussion les récipiendaires du prix L'Oréal UNESCO Jeunes Talents d'Afrique subsaharienne, trois femmes de cœur et d'engagement que j'aurai l'immense plaisir d'accueillir. Mais tout de suite, nous allons accueillir notre premier invité, Aimé Indengue. Aimé Indengue, bonsoir. Bonsoir, monsieur Nzouzi. Voilà, bienvenue donc pour ce moment très attendu. Avec vous, nous allons aborder le thème que j'ai évoqué en introduction. On va d'abord faire connaissance assez rapidement. Vous êtes passionné évidemment par le niveau sans précédent des changements auxquels l'industrie de l'électricité est confrontée aujourd'hui, selon qu'elle soit bien évidemment décentralisée, décarbonée et numérique, mais aussi surtout comment les nouveaux business models ainsi que les technologies disruptives offrent de nouvelles opportunités pour réinventer cette industrie. Avec plus de 20 ans d'expérience, vous avez eu l'occasion d'accompagner de grandes entreprises du secteur dans leur déréglementation et leur transformation en définissant notamment de nouveaux business models et de nouvelles organisations, ainsi qu'en concevant et en mettant en œuvre de nouvelles capacités en termes de gestion des actifs, data hub, etc. Alors, cher Aimé Indengue, comment la distribution hors réseau et l'énergie solaire offrent des perspectives nouvelles pour apporter l'électricité à la population? Bien, écoutez, je vous propose de basculer directement sur la présentation que j'ai préparée. Je vous ai préparé une petite présentation qui va nous permettre de faire connaissance avec tout ça. Vous avez mon écran là? Oui, tout à fait, nous l'avons. Nous vous écoutons. OK. Alors, j'ai préparé un petit document de vulgarisation pour essayer d'accoutumer ou de mettre à disposition du plus grand nombre cette époque si particulière, disruptive, qui offre à l'Afrique et singulièrement à la RDC des opportunités auxquelles on ne pouvait même pas prétendre ou rêver il y a encore 10 ou 20 ans. Pour la petite histoire, en effet, moi j'ai fait un mémoire de fin d'études il y a 30 ans à peu près sur tout ce qui était électrification en RDC. Et à l'époque, on était sur des modèles, des coûts, des architectures dont on va parler tout de suite, mais qui étaient tellement lourdes que, après 60 ans d'indépendance, on en est toujours à des taux d'électrification aussi bas que ceux qu'on connaît. Je ne vais pas m'attarder sur mon parcours. Vous avez eu de l'amabilité, M. Nzouzi, de le rappeler. Pour ceux qui veulent ma présentation, ils trouveront ces éléments-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on vit une époque avec des changements sans précédent. En effet, il y a deux mouvements qui, tout à coup, nous offrent un champ des possibles nouveau. Et qui vont permettre à la RDC, à l'Afrique en général, de combler leurs difficultés en termes d'électrification et singulièrement d'électrification rurale. Le premier mouvement, je dirais, c'est tout ce qui concerne l'évolution de la chaîne de valeur. Alors, la chaîne de valeur, historiquement, dans le secteur de l'électricité, c'est une chaîne de valeur intégrée verticalement. C'est-à-dire que vous aviez de la production d'électricité, la même entreprise transportait l'électricité, distribuait l'électricité et finalement
vendaient de l'électricité. C'était la plupart du temps des opérateurs nationaux qui, en fait, développaient leur activité sur tous ces différents métiers, parce qu'en fait, ce sont des métiers très différents les uns des autres, qui ont des expertises très différentes les unes des autres. Dans la plupart des pays, en Afrique, en Europe, c'était essentiellement des opérateurs qui ressortaient au service public. Et les clients, nous, vous, moi, étaient ce qu'on pourrait appeler des clients captifs, c'est-à-dire qu'on appartenait à l'opérateur public. S'il était performant, eh bien, on en bénéficiait. S'il n'était pas performant, on en subissait les conséquences. Vous n'avez pas la liberté de regarder par la fenêtre et de chercher des alternatives. Ce modèle intégré verticalement a explosé. Il a explosé, on va dire, en Europe ces 20 ou 30 dernières années, et il a commencé à exploser en Afrique également, à peu près ces 10 dernières années, essentiellement sur base de présupposés, je dirais, d'économie libérale, et la traduction de ces principes-là en texte régulatoire, ce qu'on appelle la fameuse libéralisation des secteurs. Qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Eh bien, ça donne en fait comme conséquence qu'au départ d'un secteur intégré, qui avait des inconvénients mais également des avantages, on a aujourd'hui des secteurs où vous avez toujours de la production d'électricité, mais pour le coup, puisqu'elle est libéralisée, on va dire en théorie, n'importe quel opérateur, public ou privé, peut se lancer dans de la production d'électricité. En termes de gestion de réseau, on va avoir des nouvelles approches et deux nouvelles possibilités d'architecture en termes de réseau de distribution, tant de transport que de distribution d'ailleurs. Et puis, on va avoir non plus uniquement de la fourniture d'électricité à l'ancienne telle qu'on la connaissait pour des clients captifs, comme je disais, mais on va avoir plutôt une série d'opérateurs qui, possédant des assets de production ou pas, vont offrir des solutions d'énergie. On va voir tout de suite de quoi il retourne. Page suivante, s'il veut bien. Alors, page suivante. Voilà. Voilà. Alors, quels ont été les impacts de ce processus de libéralisation sur, on va regarder, les impacts sur les différents éléments de la chaîne de valeur. En termes de libéralisation sur la production, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, vous avez tout à coup l'apparition de nouveaux investisseurs qui saisissent l'opportunité pour investir sur telle ou telle technologie de production sur base d'analyse de rentabilité, sur base de business case, si vous voulez. Moi, j'ai fait une étude et je vois qu'à Goma, il y a un potentiel gaz, par exemple. Eh bien, je vais monter un business model pour essayer d'exploiter le gaz du lac Kivu, par exemple. Il y a effectivement, du coup, des opportunités pour des partenariats publics-privés, puisque la libéralisation fait en quelque sorte un appel à des capitaux frais. Quel est l'impact du processus de libéralisation sur le secteur du transport? Au départ, c'était donc une activité régulée qui faisait partie d'un opérateur historique. Dorénavant, dans un secteur libéralisé, on peut imaginer, c'est le cas ici en Europe, ça viendra peut-être en Afrique, on peut imaginer que l'activité de transport soit d'une certaine façon, on va dire, mise en indépendance, qu'elle ait gagné son indépendance et que les opérateurs privés s'en servent les uns les autres pour faire transiter leurs électrons. On n'en est pas encore là au Congo, mais c'est tout à fait possible. Ce sont des modèles qu'on connaît et c'est ce qu'on appelle le dégroupage. L'opérateur de transport, à ce moment-là, va gérer ses installations en propre. C'est une nouvelle société qui ne gérerait que des activités de transport et qui fonctionnerait de manière indépendante de tout producteur. Et elle se rémunérerait en faisant payer, un peu comme les autoroutes, comme sur les autoroutes, en faisant payer un tarif, une redevance de transport d'électrons, en quelque sorte. Et là également, il y a des opportunités pour des partenariats publics-privés.
Quel est l'impact d'un processus de libéralisation sur le secteur de la distribution? Eh bien, par définition, la distribution, donc c'est tout ce qui concerne le raccordement depuis votre compteur de maison jusqu'au réseau. À partir du moment où il y a la libéralisation, ça veut dire que ça ouvre la possibilité pour que des opérateurs aillent développer des activités aux quatre coins du pays et donc beaucoup plus proches de leur activité opérationnelle avec un contrôle beaucoup plus efficace. Il est évident que lorsqu'on doit diriger l'activité de distribution depuis Kinshasa pour aller regarder tout ce qui se passe au Kasaï ou au Kivu, oui, c'est beaucoup plus compliqué que s'il y a un opérateur de distribution directement, localement, là-bas sur place, si vous voulez. On a également de nouvelles opportunités. Ensuite, et enfin, quelles sont les opportunités qu'offre la libéralisation sur tout ce qui est vente et marketing? Eh bien, avec un marché mature, on va voir apparaître une quantité, plusieurs offres de fournisseurs différents et on peut espérer, on peut s'attendre à ce qu'un ménage, un client ait le choix entre souscrire un contrat avec l'opérateur A ou l'opérateur B, si jamais il est mécontent ou si jamais il trouve d'ailleurs que du fait de la concurrence, les prix sont plus avantageux chez l'un plutôt que chez l'autre. Donc on part d'une situation où j'étais un client captif, je n'avais pas le choix. On était tous des abonnés de la SNEL ou ici en Belgique des opérateurs historiques, à une situation où le jeu de la concurrence, de la libéralisation va me permettre de faire moi aussi mon marché et d'essayer de satisfaire des besoins qui ne sont pas couverts aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des taux de connexion électricité tellement faibles que si demain, on me dit qu'il y a un opérateur qui s'est ouvert, j'ai envie de dire, dans ma province, eh bien, fantastique, j'ai tout à coup cette opportunité-là. Je vais passer à la slide suivante. Voilà. Alors, on a parlé des évolutions régulatoires et de la libéralisation et du fait qu'elles offraient des nouvelles chaînes de valeur. Mais j'ai mentionné également le fait qu'il y avait des évolutions technologiques qui, miracle, ces 15-20 dernières années, ouvrent tout à coup des... Cher Aimé Indengue, je voulais juste vous signaler qu'il vous reste 3 minutes précisément pour votre présentation et j'aurai 2 questions à vous poser avant que nous ne basculions sur le prochain panel. Je sprint. Les évolutions technologiques en termes de production, eh bien, c'est beaucoup plus de renouvelables un peu partout au monde. Singulièrement, pour nous, en Afrique, on va voir que le solaire, tout à coup, vient à l'ordre du jour. S'agissant des réseaux, eh bien, avant, on avait des systèmes plutôt centralisés. On va pouvoir faire de la décentralisation du local. Pensez simplement au coût que représentant la ligne très haute tension Inga-Shaba, qui a grevé le budget du pays. À partir du moment où on peut travailler de façon beaucoup plus décentralisée, on n'a plus tous ces coûts-là et on peut concevoir des modèles beaucoup plus abordables. C'est ce qu'on appelle le off-grid ou le mini-grid, c'est-à-dire des réseaux de taille beaucoup plus limitée à l'échelle d'un village, à l'échelle d'une communauté, si vous voulez. Les technologies des batteries sont aussi importantes parce que on va pouvoir capter donc de l'énergie grâce au soleil et on va pouvoir la stocker dans des batteries au moment où il y a un peu moins de soleil. Il y a eu des progrès tant en termes de capteurs solaires que de batteries qui permettent aujourd'hui de faire ces choses-là de façon optimale. Je vais rapidement sur le marketing and sales. On va pouvoir utiliser tout ce que nous connaissons, le mobile money, c'est-à-dire que là où les opérateurs historiques avaient des difficultés à se faire payer, ben, dorénavant, grâce au fait qu'on est tous connectés sur nos GSM et qu'on a des applications de mobile money, ils vont pouvoir se faire payer beaucoup plus facilement. Et enfin, il y a des appareillages qui ont été développés beaucoup plus efficaces. Je vais aller directement ici pour vous montrer ce que ça donne réellement et comment ça marche. Alors, comment est-ce que ça marche du solaire et du mini-grid rural? Vous avez une unité de production qui est donc des capteurs solaires qui sont couplés à une batterie. Donc, comme je le disais, la batterie, c'est pour stocker
ou pour consommer l'énergie qui a été stockée dans les périodes où il n'y a pas de solaire, pensez à la nuit par exemple. Et ce système va permettre de produire de l'énergie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Grâce au service Wi-Fi, eh bien, le Wi-Fi, d'abord, il peut tourner parce que tout à coup, il y a de l'énergie dans le village. Eh bien, on va pouvoir activer également des applications de mobile money, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Grâce au fait que l'énergie, dorénavant, est présente dans le village, on va pouvoir offrir des services supplémentaires tels que le traitement de l'eau potable. On va pouvoir mettre des compteurs dans les ménages et même offrir des services d'éclairage public, rendez-vous compte, dans des coins reculés de la République, de l'éclairage public, alors que même à Kinshasa, il n'y en a pas partout. Je termine rapidement. Qu'est-ce qu'il y a comme gain pour le consommateur en lui-même? Eh bien, il peut payer, je l'ai dit à plusieurs reprises, grâce à de l'argent mobile, et il va pouvoir suivre sur son téléphone directement son activité, ses factures, ses consommations. Le Wi-Fi, il va pouvoir l'utiliser non seulement pour payer, mais tout à coup, il va découvrir Internet dans un coin reculé de la République, et il va pouvoir utiliser des appareils qui ont été conçus sur mesure pour fonctionner avec cette installation-là. Toute dernière slide. Quels sont les facteurs clés de succès? Ce sont des modèles qui, aujourd'hui, ont le vent en poupe un peu partout en Afrique. Vous avez entendu parler des 145 territoires, le projet des 145 territoires, dont une des composantes est le développement du solaire. Eh bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça. À telle enseigne qu'on estime aujourd'hui que d'ici quelques années, tenez-vous bien, l'Afrique va devenir, et ce n'est pas une prévision, ce sont des projets qui sont engagés, va devenir le premier producteur d'énergie solaire au monde. Et donc, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du leapfrog, c'est-à-dire que si on avait dû développer l'électrification rurale sur base des anciennes technologies, on était parti pour 100 ans et des coûts astronomiques. Je travaille comme volontaire pour, toute dernière phrase, comme volontaire sur ce genre de projet pour une ONG. Et ici, on parle d'unités qui coûtent aux alentours de $100 000, pas plus. On en a installé à Panzi, on en a installé dans d'autres localités du Congo. Et donc, en effet, d'où le titre de ma présentation, ça ouvre tout un champ de nouvelles possibilités pour l'électrification de nos populations. Je vous repasse la parole, je vais quitter la présentation. Merci infiniment, Aimé Ndengue, pour cette brillante présentation. Une question, quand on connaît aujourd'hui l'état des infrastructures, notamment en RDC, en matière de desserte d'électricité, on ne peut pas s'empêcher, à la lumière de ce que vous venez de développer, que nous sommes véritablement dans un changement de paradigme aux conséquences incalculables, positives bien évidemment, et qui ouvre, comme vous l'avez dit en début de présentation, tous les champs des possibles. Alors, vous venez d'évoquer précisément le coût. Vous avez évoqué dans votre présentation le partenariat public-privé. Aujourd'hui, concrètement, si vous aviez une recommandation à faire au pouvoir public pour pouvoir, j'allais dire, encourager ce type d'installation, que diriez-vous et par où devrait-on commencer? Alors, il y a 3 ou 4 choses qu'il faut dire. D'abord, il faut que les pouvoirs publics créent un cadre incitatif pour attirer les capitaux. Si je regarde ce qui se passe en RDC, la Banque mondiale finance pour le moment le projet, enfin, un très important portefeuille de développement de projets solaires. Donc, je dirais, OK, cette prise de conscience-là, elle a eu lieu. On peut encore faire plus. On parle, je vous ai dit, d'unités qui tournent autour de 100 000 dollars. Vous travaillez de temps en temps, M. Nzouzi, sur les questions de la diaspora. Je ne vois pas pourquoi les pouvoirs publics ne feraient pas des roadshows, ne créeraient pas de cadre incitatif pour canaliser l'épargne de la diaspora vers ce type de projet communautaire. Deuxième chose, deuxième facteur clé de succès. Vous avez parlé de la maintenance. En fait, on parle de projets qu'on va aller mettre à disposition de communautés locales. Or, l'histoire nous enseigne qu'à chaque fois que des communautés reçoivent, avec des énormes guillemets, un équipement,
Eh bien, le processus d'appropriation est important. Soit ils le reçoivent comme un cadeau et ils ne s'impliquent pas tellement. Et la maintenance ne suit pas. Et on ne respecte pas beaucoup les infrastructures. On l'a vu, hein, j'ai travaillé sur certains projets similaires. Soit il s'agit d'opérateurs privés qui, sous forme de PPP, exploitent cette activité-là, même rurale, comme une vraie entreprise, et auquel cas, ils ont un souci d'efficacité et j'ai envie de dire de maintenance de leur infrastructure et donc de viabilité de leur infrastructure. Je pense que l'expérience nous montre, hein, dans les différents projets qu'on a fait, que ce sont les deux facteurs vraiment les plus importants. L'appropriation, l'utilisation de l'équipement de façon intelligente, hein, parce que ce n'est pas un truc magique non plus, il faut utiliser ça avec finesse, et puis un cadre étatique incitatif. Merci infiniment, Aimé Indengue, pour cette présentation. Je rappelle que vous interveniez dans le cadre de la 9e édition de la Semaine de la Science et des Technologies. Sans transition, nous allons à présent entrer de plein pied dans le second panel. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis Henri Désiré Nzuzi, producteur associé du JT Diplomatique, et je vais avoir l'immense plaisir de vous accompagner là, maintenant, dans quelques instants, avec nos 3 prochaines panélistes. Nous allons à présent évoquer le prix L'Oréal UNESCO Jeunes Talents Afrique subsaharienne avec 3 femmes de cœur et d'engagement. Elles ont le redoutable privilège d'avoir remporté chacune ce prix en 2019, 2020 et 2021. Il est donc temps pour nous de faire connaissance avec nos 3 panélistes. J'accueille Karine Kounsevi Kilola, récipiendaire pour l'année 2019. Bienvenue parmi nous, chère madame. J'accueille également Nadège Tati, récipiendaire pour 2020 de ce prix L'Oréal UNESCO, et nous sommes heureux d'accueillir Sephora Mutombo, qui, elle, est récipiendaire pour 2021. Mesdames, bonsoir. Nous allons évidemment entrer dans le vif du sujet, mais pour ceux qui nous suivent et qui aimeraient en savoir davantage sur vous, très brièvement, en ce qui vous concerne, Karine Kounsevi Kilola, vous avez fait vos études primaires et secondaires dans la capitale congolaise jusqu'à l'obtention de votre diplôme d'État au lycée Kabambare à Kinshasa. Votre graduat en technique de laboratoire en poche, vous avez également obtenu un diplôme à l'ISTEM. Vous avez aussi décidé de poursuivre vos études post-universitaires dans le pays de Nelson Mandela, où vous avez obtenu votre licence et votre maîtrise en technologie biomédicale à l'université de technologie de Cap Peninsula en Afrique du Sud. Actuellement, vous êtes doctorante à l'université de Stellenbosch à Cape Town et vous êtes spécialisée dans la recherche immunologique dont les travaux portent sur la lutte contre la contamination de la tuberculose chez les diabétiques. Vos projets de recherche portent également sur la caractérisation des réponses des macrophages alvéolaires humains. Pendant votre PhD, vous avez obtenu en 2015 une bourse pour participer au 6e symposium africain des maladies, ainsi qu'une bourse de Harry Crossley pour financer les équipements et produits de laboratoire. Votre CV est très long. Nous allons poursuivre en allant en 2019 où vous avez obtenu le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science, et ce pour la région de l'Afrique du Sud du Sahara, édition 2019, et pour votre gouverne, ce L'Oréal UNESCO prix pour les femmes de la science valorise les réalisations des jeunes femmes à l'orée de leur carrière scientifique. Chaque année, depuis donc 2000, le programme des jeunes talents internationaux sélectionne les 15 chercheuses les plus prometteuses. Enfin, en 2020, le Global Health Travel Award de Keystone Symposium de Santa Fe, vous y avez participé, bien évidemment, et aujourd'hui, votre plaidoyer est de faire, bien évidemment, de la science une passion féminine. Chère madame, j'ai une petite question pour vous. Vous êtes lauréate de ce prix, vous vous y êtes préparée, j'imagine, pendant un certain nombre d'années. Quelle a été finalement votre motivation lorsque vous avez décidé de vous engager de plein pied dans, j'allais dire, cette compétition? Et puis surtout, qu'aviez-vous à l'esprit à ce moment-là? Est-ce que vous étiez animé
par un sentiment de reconnaissance ou est-ce au contraire une volonté de contribuer tout simplement au développement de la science? Votre micro, madame, vous pouvez activer votre micro? Voilà, merci. Excusez-moi. Merci. OK. Donc, j'avais fait une petite présentation, mais vous avez vraiment frôlé presque toutes les slides de ma présentation. J'aimerais juste dire que les premières tentatives, c'était pas facile parce que je le faisais et je ne savais pas vraiment comment est-ce que je devrais le faire. Mais après que j'ai eu l'aide, en fait, d'une dame professeure qui est venue des États-Unis, elle est vraiment plongée dans comment aider à faire des applications pour les bourses et elle m'avait vraiment soutenue. Et moi, quand je l'ai abordée, elle m'a aidé pour remplir l'application. Je n'étais même pas sûre que je veux avoir cela parce que c'est vraiment une bourse qui a beaucoup de compétition et j'ai tenté 2 fois, je n'ai pas réussi. Pour moi, c'était que bon, je vais juste le faire. Mais avec l'aide du professeur Elena, et quand on m'a appelé pour la première fois pour me dire que Karine, tu as été successful, j'ai sauté de joie parce que ça, c'était vraiment une opportunité pour moi. C'était comme si j'avais explosé dans ma carrière. Pour moi, c'était vraiment un grand soutien parce que la plateforme de L'Oréal UNESCO, c'est pas donné à n'importe qui d'y participer. Et quand nous étions à Dakar, avec le soutien des gens qui ont été déjà dans le domaine scientifique, entre autres Madame Raïssa Malou, professeur Jonathan Essolé et la présence de la Première Dame, ça nous a vraiment, ça a apporté beaucoup de joie dans mon cœur. Je me suis dit que je ne suis pas seule. Et pour me lancer dans cette carrière avant, je me disais que, bon, comme j'ai manqué de faire la médecine, je vais juste me lancer et rester derrière le microscope toute ma vie. Mais en venant en Afrique du Sud, j'avais appris que je devrais aller plus loin avec ma carrière scientifique. Et la tuberculose, c'était au fait une maladie qui avait vraiment abattu toute la famille quand une de mes sœurs est tombée malade. Et pour moi, c'était une motivation de continuer dans la carrière scientifique et de ne pas abandonner. Yeah. Alors, ce moteur, ce qui vous a motivé, c'est quelque chose qui est commun à plusieurs femmes de votre trempe, de votre tempérament, qui ont cette même volonté. Nous allons revenir vers vous dans quelques instants. Nous allons nous intéresser au cas de Nadège Tati Makuntima. Est-ce que vous êtes parmi nous, chère Nadège? Merci de nous rejoindre pour ce webinaire dédié aux récipiendaires du prix L'Oréal UNESCO. Êtes-vous parmi nous, chère Nadège? Bonjour, je suis là. Merci. Bonjour Nadège. Eh bien, nous allons faire connaissance, bien évidemment. Vous êtes né à Kinshasa, vous avez fait votre scolarité primaire et secondaire au lycée Sacré-Cœur de Kimwenza et ainsi qu'au Collège Saint-Esprit à Kinshasa. Vous avez ensuite embrassé des études de médecine à l'Université de Kinshasa entre 2007 et 2014. Après l'obtention de votre diplôme de docteur en médecine, vous avez fait un Master 1 en écologie des maladies infectieuses, ALEA et gestion des risques naturels de 2015 à 2016 à la faculté médecine de l'Université de Kinshasa et en 2017, dans le cadre d'un partenariat entre le Master Ecom Alger et l'ambassade de France à Kinshasa, vous avez obtenu une bourse du ministère des Affaires étrangères. Depuis 2017, vous travaillez comme chef du bureau surveillance épidémiologique au programme national d'élimination du choléra. Après une année de mise en pratique des théories de vos 2 masters, vous avez décidé de revenir aux études en 2018 pour réaliser une thèse de doctorat en co-tutelle entre l'Université de Kinshasa et l'Université Paul Valéry de Montpellier en France. Votre thèse porte sur le diagnostic des vulnérabilités territoriales et gouvernance des épidémies des maladies infectieuses dans les pays à ressources limitées, notamment la RDC. Alors, dans le cadre
de vos recherches. Vous avez été récompensé en 2020 avec les prix Jeunes Talents de l'Afrique subsaharienne, Femmes et Sciences de la Fondation L'Oréal. Racontez-nous comment tout cela s'est articulé. Cela a constitué un bouleversement, j'imagine, dans votre vie. Mais quand on est gratifié, honoré par un tel prix, qu'est-ce que l'on ressent? Et puis surtout, est-ce que l'on se sent investi d'une mission? Oui, effectivement, déjà au départ, quand j'avais postulé pour ces prix, moi, j'avais postulé pour l'enveloppe qu'on donnait. C'était pour appuyer mes terrains de recherche. Mais lorsque j'ai reçu ces prix, j'ai reçu au-delà de ce que je m'attendais déjà. J'ai eu à postuler 2 fois. La première fois, j'ai postulé en 2019. Mon dossier n'était pas retenu. Et les collègues, les personnes qui étaient autour de moi, ils me disaient, ben, toi, pourquoi même tu as postulé? Les gens qui obtiennent ces bourses, ce sont des gens qui ont déjà eu à faire des grandes publications dans des grandes revues telles que Nature. Qu'est-ce que toi, tu as déjà inventé pour postuler pour ces prix? Et j'avoue que cela m'avait aussi un peu découragée. Et en 2020, lorsqu'on a relancé l'appel pour déposer les candidatures, cela a coïncidé avec les confinements. Comme j'étais à la maison et puis j'avais rien à faire, j'ai vu un mail qui passait. Ils avaient prolongé, je crois, la Fondation L'Oréal avait prolongé de 2 semaines parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'applications. C'est alors que j'ai pris l'ancien dossier que j'avais eu à introduire en 2019. J'ai réintroduit le même dossier et puis finalement, j'ai été retenue. Mais j'avoue que ces prix m'ont donné au-delà de mes attentes. Moi, j'attendais juste l'enveloppe, mais au-delà de ça, j'ai eu à recevoir des formations sur les leadership, les management, les médias training. Toutes ces formations ont boosté en moi la confiance déjà. Et à travers ces prix, ces prix nous a mis dans un réseau, nous a permis d'être dans un réseau. Du coup, je ne travaille plus comme une chercheuse solitaire, je ne suis plus seule. J'ai tout un réseau d'autres femmes qui ont mis à obtenir le même prix avec qui on échange nos travaux. Et hormis ça, ça me fait plaisir parfois quand je passe à la faculté, voir d'autres jeunes filles qui disent que moi aussi, je vais devenir comme Dr Nadège. Je suis devenue un modèle. Ça m'a permis, c'est prix de vulgariser mes recherches et puis ça a quand même boosté la confiance en moi. Alors, vous êtes bien conscientes, mesdames, que vous inspirez les plus jeunes, vous suscitez les vocations. C'est d'ailleurs un des objectifs affichés par la Semaine de la science et des technologies depuis son institution il y a de cela 9 ans. Nous allons y revenir, bien évidemment. Nous allons à présent nous intéresser à vous, chère Sephora Nyanda Mutombo. Vous êtes assistante à la faculté des sciences pharmaceutiques de l'Université de Kinshasa. Vous avez également un PhD à l'Université de Pretoria en Afrique du Sud. Membre de la communauté BIBUC depuis 2010 jusqu'à ce jour, vous avez intégré depuis la 3e année graduée pour l'obtention de bourse d'études en 2015 à l'aide de la bourse BIBUC. Pour master, vous avez effectué un stage de 6 mois dans le laboratoire de chimie organique spécialisé dans les substances naturelles à l'Université de Würzburg en Allemagne. En 2016, vous avez intégré le département de chimie de l'Université de Pretoria pour un master en chimie médicinale. Vos recherches de master portaient sur l'isolement des alcaloïdes naphtyl-isoquinolène avec activité antipaludique à partir d'une plante congolaise, l'Ancistrocladus, récoltée à la Bonne-Rive près de Mbandaka. En 2019, vous décrochez votre diplôme de master avec mention distinction, ce qui vous a valu l'adhésion à la communauté Golden Key International Honor Society. Cette dernière est une organisation sans but lucratif qui regroupe le top 15% des étudiants les plus performants dans certaines universités. Il y en a plus de 400, États-Unis d'Amérique, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Malaisie, Afrique du Sud, Inde, mais également Bahamas. Vous poursuivez actuellement vos études de doctorat au département de chimie de l'Université de Pretoria en Afrique du Sud, où vous vous spécialisez en chimie médicinale. Actuellement, donc, on le sait, vous êtes lauréate du prix Jeunes Talents d'Afrique subsaharienne, L'Oréal UNESCO for Women in Science, édition 2021, obtenue suite à la pertinence, la qualité ainsi que l'impact sur le continent africain de vos travaux
de recherche. Sentiment de responsabilité, vous vous sentez investi d'une mission. Comment vivez-vous le regard de la communauté scientifique à l'aune de vos recherches? Est-ce un motif de satisfaction ou tout simplement l'ordre normal des choses pour une femme qui est résolument tournée vers les sciences? Merci beaucoup. Bonsoir. Je dirais aussi des sentiments de responsabilité. C'est vrai que quand j'ai appliqué, j'ai été le plus encouragée par mes collègues au labo. Quand l'appel est entré, tout le monde disait, Nianda, toi, tu dois appliquer. Tu dois appliquer, tu dois vraiment poser ta candidature pour cet appel. Au début, j'étais pas très confiante, mais tout le monde me disait, mais tu as du potentiel, tu as tout ce qu'il faut. Et je suis très sûre que si tu appliques, tu vas recevoir ce prix. J'ai un peu négligé, et puis quand professeur Karine Dioko m'a aussi envoyé un email avec l'offre, quand c'est la demande, l'appel à la candidature et qu'elle a demandé que je devais aussi appliquer, je me suis dit, OK, si tout le monde croit en moi, je suis obligée de croire aussi en moi. Et c'est comme ça que j'ai préparé mon dossier, et j'ai appliqué et j'étais retenue. C'était vraiment, j'étais très contente et je me suis rendu compte que souvent, parfois, on ne croit pas en soi, ou parfois les gens ont un regard sur nous et parfois nous, on se diminue, on pense qu'on n'est pas à la hauteur. Mais je me suis rendu compte que j'étais vraiment à la hauteur et ça encore, ça m'a donné vraiment des sentiments de responsabilité. J'ai regardé mon projet, je me suis dit, je peux aller plus loin, je peux donner un impact, je peux résoudre un problème sur notre continent. C'est vrai, je travaille sur la malaria, c'est une maladie qu'on connaît tous et on a sûrement, chacun de nous qui habite les pays africains, il a souffert de cette maladie et il y a moyen de travailler et d'aller vraiment vers l'éradication de cette maladie. Et cette bourse m'a vraiment motivée davantage de travailler et d'arriver vraiment à une solution qui a un impact, qui peut changer quelque chose en Afrique et dans le monde. Alors, il y a un fil conducteur lorsqu'on vous écoute toutes les trois, mesdames. C'est bien évidemment une volonté de ne jamais baisser les bras. Vous avez une idée en tête, vous la poursuivez jusqu'au bout. Et de ce point de vue-là, vous avez fait acte de résilience, c'est indéniable. Depuis que vous avez chacune reçu ce prix, pouvez-vous nous dire à tour de rôle chacune, où en êtes-vous? Quel est aujourd'hui l'état d'avancement de vos recherches respectives? Est-ce qu'il y a eu une évolution sensible, un changement d'orientation? Bref, où en êtes-vous à l'heure actuelle? On commence avec vous, chère Karine. Okay, merci aussi, Zuzi. Moi, étant femme au foyer, j'ai eu un petit retard par rapport à la grossesse. Je viens d'accoucher, j'ai eu un bébé. J'ai eu un bébé le mois de février. Donc, je suis en attente de mon examen oral parce que j'avais déjà fini depuis l'année passée les travaux au laboratoire. J'avais déjà envoyé ma thèse pour la correction chez les jurys. Donc, j'ai actuellement reçu le feedback des jurys et tout le monde était vraiment content parce que c'était un travail de qualité. J'ai été félicitée. Donc là, je ne fais que préparer ma défense qui va se passer peut-être le mois prochain. Donc, et la collation, comme nous avons 2 collations par année, donc je serai graduée au mois de décembre. Toutes les félicitations, chère Nadège Tati, même question. Allô Nadège, est-ce que vous êtes parmi nous? Voilà. Oui, je suis là. Vous avez entendu la question? Vous sortiez entrecoupé. Ce que j'ai retenu, je vais la l'avez demandé. Oui, okay, vous en êtes où depuis l'obtention de ce prix, depuis que vous en avez bénéficié? Quel est à l'heure actuelle l'état d'avancement de vos recherches? Avez-vous changé d'orientation? Y a-t-il eu des éléments nouveaux? Bref, où en êtes-vous aujourd'hui? Ok, d'accord. Depuis
Vous m'entendez? Oui, Vous on vous entend. m'entendez, s'il vous plaît? OK, en fait, depuis l'obtention de ces prix, ce qui a changé, c'est j'ai quand même élargi ma zone d'étude parce que après, pour collecter les données de ma thèse, je devrais faire la collecte des données dans plusieurs provinces de la RDC. Avec mes propres moyens, cela n'était presque pas possible. Mais avec ces prix, j'ai élargi ma zone d'étude. J'ai eu à parcourir, je crois, 10 ou 11 provinces de la RDC, certaines provinces de l'Est et de l'Ouest. J'ai fini la collecte de mes données. Je suis actuellement à la phase d'analyse des données et de la rédaction du manuscrit. Et si tout va bien, la soutenance est prévue pour le mois de février 2023. D'accord, bravo. Cher Sephora Mianda Mutombo, même question. Merci. Moi, j'ai eu les prix la fin de l'année passée, au début de cette année. Donc, mais j'ai fait certainement des avancées également dans mon travail. Je dirais, je suis presque à 80-90% du travail des labos. Donc, j'ai déjà beaucoup de résultats certainement qui seront bientôt publiés. J'espère aussi soumettre ma thèse cette année, ça c'est sûr. Je vais la soumettre cette année. Oui, et je serai sûrement programmée pour la collation de l'année prochaine, au mois d'avril. Yeah. Alors, c'est une question qui revient assez régulièrement et qui, d'une certaine manière, justifie la fuite des cerveaux. On reproche souvent à nos chercheurs en Afrique d'aller trouver le bonheur ailleurs, faute de financement, faute de soutien des pouvoirs publics. Aujourd'hui, mesdames, vous qui êtes avancées dans vos différentes recherches, qui avez acquis une certaine notoriété, quelle est selon vous la méthode la mieux indiquée pour, j'allais dire, retenir les cerveaux, celles et ceux qui innovent, car on sait aujourd'hui que les pays sont jugés à l'aune de leur capacité d'innovation. Quelles sont les recommandations que vous pourriez formuler au pouvoir public ou aux autorités pour précisément faire en sorte que le monde scientifique puisse garder ses meilleurs talents dans les pays? Karine, activez le micro, s'il vous plaît. Voilà. Le micro. Voilà. Oh. On vous écoute. D'accord. Merci, excusez-moi. Donc, merci pour cette question. Ça, c'est vraiment une question qui me tient à cœur. Moi, je lance d'abord un appel vibrant au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique de pouvoir créer des institutions nationales de financement uniquement dédiées à la recherche. Comme par exemple, en Afrique du Sud, ils ont, Sephora peut être d'accord avec moi, National Research Fund, NRF, qui est dédié juste pour la recherche. Je ne sais pas si au Congo il y en a, parce que je ne suis pas très bien renseignée, mais j'aimerais bien qu'on crée des institutions comme ça, nationales, de financement uniquement dédiées à la recherche et aussi d'équiper les laboratoires dans nos universités et initier des collaborations entre les universités en RDC et celles de l'Afrique et le reste du monde. Je pense que dans ce cadre-là, il y aura pas vraiment beaucoup de fuite de cerveau. Ça, c'est selon moi. D'accord. Nadège Tati? Je demanderai au gouvernement déjà de créer des mécanismes qui peuvent encourager les jeunes dans la recherche et puis aussi de créer des mécanismes qui vont aider les chercheurs à rester dans les pays, qu'il n'y ait pas fuite des cerveaux. Parce que c'est qu'on remarque actuellement, après avoir fait des longues études, obtenu des diplômes, parfois les pays n'utilisent pas les fruits, n'utilisent pas les chercheurs qui sont produits au niveau du pays ou ailleurs. Cela fait que les gens partent là où on leur donne, là où on leur offre des opportunités. Donc, qu'on crée des mécanismes qui vont aider les chercheurs de rester dans les pays.
Et puis aussi de créer des mécanismes qui vont dénicher du potentiel dans les jeunes, que ce soit les jeunes filles ou des jeunes garçons, déjà des jeunes, dès les bas âges, qu'on puisse cultiver cette culture de recherche qui n'est pas chez nous. Parce que quand on regarde ailleurs, déjà dès l'école primaire, même les lycées, la manière dont les élèves étudient, ils sont quand même, ils acquièrent quand même ils acquièrent quand même des atouts, des capacités pour aller dans la recherche. Mais nous, la manière dont la formation s'est faite chez nous et ailleurs, nous, on n'est pas préparés à la recherche. Et quand on se lance dans la recherche au début, tout c'est à découvrir déjà. C'est ça. Et puis, voilà. Et puis, essayer de redoubler les efforts pour réduire les écarts entre les gens dans les domaines de sciences, parce que chez nous, il y a encore ces problèmes-là. Et puis, autre chose, c'est que je demanderais qu'on essaie un peu d'encourager les femmes d'occuper les postes de responsabilité. Et dans les grandes, dans les postes, dans les grandes organisations au gouvernement, on voit que les femmes sont vraiment sous-représentées. Et c'est là n'est vraiment pas un bon indicateur pour encourager les jeunes filles à s'élancer dans la recherche. D'accord, merci pour votre témoignage. Nous allons clôturer avec vous, chère Sephora Mianda Mutombo. Même question. Merci pour la question. Je crois que Karine et Nadège ont déjà beaucoup dit, mais j'aimerais aussi l'aborder dans le même sens. Je dirais comme Karine a dit, si on a aussi une institution où on sait qu'on peut aller présenter notre projet, recevoir les fonds et être accompagné pour instaurer la recherche, parce que les idées, nous les avons. Le fait d'être sorti, d'avoir fait les PhD, je ne pense pas que ça s'arrête seulement au niveau des recherches doctorales. Nous avons certainement des idées et il y a la possibilité de les implanter dans notre pays. Mais malheureusement, je ne sais pas, heureusement, les idées, ça nécessite aussi les fonds. C'est vrai, on peut appliquer à des fonds internationaux, mais quand on a aussi une base nationale, quand on a aussi le fonds déjà de notre pays, ça peut faciliter d'avoir des partenaires internationaux que d'aller juste placer toute sa confiance et tout sur les partenaires internationaux et n'avoir rien du gouvernement ou de notre pays, quoi. Donc, avoir aussi cette institution il y a des fonds dédiés à la recherche, ce serait vraiment un plus et ça encouragerait les jeunes qui ont des idées pour rentrer au pays et implémenter ces idées qui peuvent participer au développement du pays. D'accord. Alors, je me tourne vers Raissa Malou, directrice de Investing in People, qui depuis maintenant bientôt 10 ans organise chaque année la Semaine de la science et des technologies, dont je rappelle cette année le thème « Les technologies spatiales au service du développement durable en Afrique ». Chère Raissa Malou, es-tu parmi nous? Est-ce que tu nous entends? Allô, allô, Raissa, es-tu connectée? Alors, nous allons établir la liaison avec Raissa dans quelques instants. Nous allons, en principe, je parle sous le contrôle évidemment de la technique, avoir l'immense plaisir de pouvoir échanger pour le mot de conclusion avec la représentante ou les représentants de la Fondation L'Oréal UNESCO. Avant que nous n'ayons établi cette connexion, je voudrais faire un tout dernier tour de table, mesdames. Chère Karine, je voudrais avoir votre mot de la fin. Ça peut être un conseil, ça peut être un message, à l'attention notamment des plus jeunes. Votre micro. Voilà. Excusez-moi. Merci, M. Ndouzi. Moi, je pourrais dire à l'intention, déjà un grand merci à Mme Raissa pour ce qu'elle fait, parce que nous avons besoin de motiver la jeunesse, mais aussi je me demande s'il y a aussi un groupe des femmes en sciences, de femmes qui font la biomédicale, parce que jusque-là, dans la plateforme que je suis avec, peut-être ça va me donner des pistes de solutions, mais je pense être seule. Je vois, il y a trop de mathématiciennes, les calculs, ça fait mal à la tête. Non, je plaisante. Non, je dirais que nous avons besoin aussi des filles qui veulent faire la biomédicale,
comme science, parce que je pense qu'étudier les maladies infectieuses, étudier les maladies qui nous tuent est très important aussi. Donc, moi, personnellement, j'aimerais un jour venir à Kinshasa et faire peut-être le tour des lycées, des écoles des filles pour aussi motiver. Parce que moi, je connaissais que la médecine. Je ne savais pas que on pouvait aussi faire des sciences biomédicales. Et quand j'ai opté pour le laboratoire médical, on me disait non, tu vas rester derrière le microscope à l'hôpital dans une petite salle. Mais on ne savait pas que tu peux aller plus loin. Donc, pour moi, je pense que la recherche biomédicale est aussi importante. Yeah. Le micro. Le micro. Henri, est-ce que tu as... Voilà, désolé. Oui, je suis avec vous. Merci beaucoup, Karine, pour ce dernier mot. Je pose la même question à Nadège Tati, que je demanderai de bien vouloir désactiver le micro. Merci. Même question, en fait. Quel est votre message à l'attention des plus jeunes? Oui, moi, je conseillerais aux plus jeunes que moi de ne pas se sous-estimer, car sur le plan intellectuel, les filles n'ont rien à envier aux hommes. Et puis après, je leur dirais d'avoir des rêves, et quand on a un rêve, de se donner les moyens pour réaliser ses rêves et de savoir saisir les opportunités. Parfois, il y a des opportunités qui s'offrent à nous, mais à cause des préjugés, des regards des autres, on n'arrive pas à atteindre nos rêves. Et enfin, je leur dirais d'essayer, d'oser, de risquer et de ne pas avoir peur de se tromper, car l'erreur, c'est aussi une manière d'apprendre. Donc, il n'est jamais trop tard de reformuler ses objectifs. Merci infiniment pour ce plaidoyer. Sephora Mianda Mutombo, dernière prise de parole, votre mot de la fin. J'encouragerais les jeunes de se lancer dans la science, se lancer dans la recherche. Je suis sûre que si on a plein de sujets de recherche, qu'on a beaucoup de chercheurs qui cherchent des solutions aux problèmes qui sont les nôtres, ça permettra à notre pays d'avancer. Donc, c'est un plaidoyer pour la jeunesse. Développer votre capacité de réfléchir et lancez-vous dans la recherche et trouvez des solutions pour les problèmes qui sont les nôtres. Merci. Merci infiniment, mesdames. Je rappelle que vous êtes toutes les trois récipiendaires du prix L'Oréal UNESCO pour les jeunes talents Afrique subsaharienne, femmes dans les sciences. Je vais à présent accorder la parole à Raïssa Malou. Raïssa, es-tu connectée? Oui, Henri, là tu m'entends, je pense, n'est-ce pas? Je t'entends parfaitement. Parfait. Mais peut-être avant de me donner la parole, je propose que l'on écoute Madame Anaïs de la Fondation L'Oréal qui est normalement avec nous. Anaïs, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Bonjour à tous. Merci. Oui, bonjour, mais nous vous mettons la parole. Vous êtes le sponsor. Vous avez financé nos 3 lauréates congolaises, donc Sephora, Nadège et Karine. Quel est votre message pour la Fondation L'Oréal? Alors, juste très rapidement pour me présenter, donc je m'appelle Anaïs Libébé et donc je travaille au sein de la Fondation L'Oréal à Paris sur les programmes for Women in Science. Je suis responsable du programme France notamment et je coordonne avec d'autres collègues le programme Afrique subsaharienne auquel nous avons donc trois brillantes jeunes femmes qui ont reçu le prix. Je suis ravie vraiment aujourd'hui de prendre la parole au nom de la Fondation et donc en tant que sponsor de cette riche semaine de la science et des technologies. Et je suis également très contente d'avoir pu entendre à quel point le programme a pu apporter à Sephora, Nadège et Karine. Juste pour vous donner un peu de contexte sur le prix international, enfin sur le prix for Women in Science qui a été créé en 98 avec notre partenaire historique qu'est l'UNESCO. Donc ce prix a été créé à l'origine fort d'un constat, celui que les femmes étaient sous-représentées dans la science, mais également fort d'une conviction, celui que le monde a besoin de science et que la science a besoin des femmes. Et aujourd'hui, de renommée mondiale, ce prix a récompensé plus de 120 lauréates dans le monde, dont 5 ont reçu des prix Nobel. Et l'objectif, encore une fois, à l'origine, était vraiment de mettre en lumière des femmes
qui ont eu une contribution importante dans le monde scientifique et de créer des rôles modèles pour les plus jeunes. C'est un sujet qui est ressorti dans pas mal des témoignages de nos jeunes chercheuses. Au fil des années, nous sommes rendus compte, grâce à des études, que finalement la fuite des carrières des femmes en sciences se faisait notamment au moment des études supérieures, au moment du PhD ou du postdoctorat. Et c'est la raison pour laquelle, à la Fondation, nous avons créé les programmes nationaux et régionaux justement pour soutenir des femmes, des jeunes femmes à ce niveau-là et les encourager à poursuivre dans des carrières scientifiques. Donc aujourd'hui, à la Fondation, nous gérons en direct le programme Afrique subsaharienne qui récompense chaque année 20 jeunes femmes. Et comme l'a dit Nadège, au-delà de cet aspect financier, au-delà de la dotation que nous donnons pour les aider à financer leur recherche, nous leur offrons également accès à un réseau incroyable, un réseau énorme de femmes dans le monde. Nous leur offrons également des formations en management, en leadership, pour leur donner accès à des modules, à des soft skills auxquels elles n'ont pas forcément accès au cours de leur parcours académique. Et nous leur donnons également une visibilité à la fois régionale, mondiale, tout dépend vraiment des programmes. Et donc, malgré les progrès notables aujourd'hui en Afrique subsaharienne, les femmes africaines engagées dans la recherche sont encore peu nombreuses pour nous. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais on est un tout petit peu plus de 30% dans la région. Et ces femmes doivent encore faire face aujourd'hui à d'immenses obstacles, des stéréotypes, des discriminations, etc. Moi, le message que je souhaite faire passer aujourd'hui, c'est, comme l'ont dit Sephora, Karine, Nadège, vraiment, s'il y a des jeunes filles qui nous regardent aujourd'hui, croyez en vos rêves, vraiment, allez-y, foncez. Surtout, n'hésitez pas, et notamment si vous répondez aux critères du prix, n'hésitez surtout pas à postuler à ce programme. On vous encourage. On cherche vraiment à encourager la recherche dans la région. Et il y a d'ailleurs aujourd'hui plus de 150 femmes qui ont été récompensées dans la région au travers de nos programmes. Nous avons de nombreux chercheurs, des chercheurs éminents africains qui sont impliqués dans nos programmes. Et je vois d'ailleurs que nous avons l'un des membres du jury du programme Afrique subsaharienne, Francine Ntoumi, docteur Francine Ntoumi, qui sont présentes lors de cet échange. Donc vraiment, je vous encourage à postuler. Aujourd'hui, l'Afrique centrale, que ce soit à la fois la RDC, mais aussi la République du Congo, est encore très peu représentée dans les candidatures que nous recevons sur le prix. Si je peux vous donner quelques chiffres rapidement, il y a moins de 15 dossiers que nous recevons en moyenne chaque année. Mais le message positif, c'est quand même que malgré ce peu de dossiers que nous recevons, nous avons quand même des dossiers de très bonne qualité parce que nous avons notamment ces 3 dernières années 3 jeunes talents récompensés en République démocratique du Congo et une en République du Congo. Donc vraiment, je vous encourage à participer et surtout à ne pas vous sous-estimer. Merci infiniment, Madame Anaïs Libébé, pour ces explications. Merci à la fois pour votre contribution, votre implication, pour vos encouragements. C'est un message d'espoir que vous délivrez et nul doute que la Semaine de la science et des technologies se fera un puissant relais pour évidemment toutes ces femmes qui n'aspirent qu'à une seule chose, apporter leur contribution, aussi modeste soit-elle, au développement de la science sur le continent africain. Voilà qui met un terme à ce webinaire, cette première partie, puisque nous allons, dans quelques instants, je parle sous le contrôle de Raïssa Malou, basculer vers la twittosphère. Raïssa. Oui, absolument, Henri. Donc, on va clôturer ce webinaire. Ça me donne moi l'occasion de remercier Nadège, Karine et Sephora d'avoir participé à notre webinaire. Il faut savoir que c'est la première fois que les 3 récipiendaires du prix L'Oréal UNESCO de la RDC sont réunis et le sont dans le cadre de la Semaine de la science et des technologies. Merci Anaïs d'avoir été présent. Merci à la Fondation L'Oréal pour le soutien à la science, pour le soutien aussi à la Semaine de la science et des technologies. Merci Henri
d'avoir très bien fait ça comme d'habitude. C'est un bonheur de t'avoir comme webinaire. Et pour clôturer, je vais donc emprunter cette phrase de la Fondation L'Oréal qui dit que l'Afrique a besoin des sciences et les sciences ont besoin des femmes. Merci à vous tous et nous passons maintenant dans notre Twitter Space sur notre compte Twitter Science RDC. Merci.